Donc, on débute tout de suite avec une première table ronde qui s'intitule C27 Loi 25 RGPD vers un règlement mondial. Nos intervenants sur scène, on a l'animatrice Frédérique Turnier-Caron, qui est avocate pour Henry & Wolff. En fait, je ne suis plus chez Henry & Wolff. Ah bon? En transition chez Cyber PLM. J'adore. J'assiste une start-up actuellement, le temps de rebondir vers mes prochains défis. Bien, merci de la précision, Frédérique. Alors, bienvenue avec nous et c'est notre animatrice donc pour cette table ronde. Et Frédérique, donc, je t'invite à passer le micro aux deux intervenants qui vont participer aujourd'hui à cette table ronde. Bonjour à tous et à tous. Jean-Michel Mise, donc je suis en charge des relations institutionnelles du Forum in Cyber sur la plaque européenne à Lille. Et j'étais dans une vie antérieure membre du Parlement à l'Assemblée nationale française. Et donc j'étais à ce titre-là assez impliqué sur différentes réglementations liées au numérique, dont évidemment le GDPR et puis évidemment la directive Nice sur les enjeux de cybersécurité. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis Malik Imish. J'ai pas les compétences des intervenants qui m'entourent. Moi je viens du milieu de la tech. Je suis anciennement issu d'une école de hacking. Donc, j'ai beaucoup effectué des opérations de réponse à incidents de sécurité et autres dans des entreprises. Aujourd'hui, je suis indépendant et je suis certifié de plusieurs certifications en matière de sécurité. Et j'apporte mon expertise au sein des entreprises qui me sollicitent. Et je travaille en étroite collaboration avec les équipes juridiques et les avocats dans les entreprises que je côtoie. Voilà. Merci beaucoup, Malik. Et là, il nous manque une intervenante, Élodie Meyer. Oui, je pense qu'on va prendre le temps d'aller la chercher rapidement. Et peut-être qu'en attendant, on commencera quand même un peu la discussion. Je vais faire une petite introduction, donc, en lien avec notre table ronde d'aujourd'hui. La multiplication des réglementations nationales en matière de protection des données crée un défi complexe pour les entreprises mondiales. C27, Loi 25 et RGPD soulèvent la question de l'harmonisation et d'un règlement mondial de protection des données. La problématique réside dans la fragmentation réglementaire. Donc, il y a des trous dans la réglementation qui entraînent une complexité, des coûts supplémentaires et des risques de non-conformité. Un règlement mondial offrirait une approche unifiée, favorisant la confiance des consommateurs et stimulant l'innovation transfrontalière. Donc, comment est-ce qu'on va parvenir à une convergence mondiale en matière de protection des données? Quel rôle les organisations internationales et les gouvernements peuvent-ils jouer? C'est ce dont on va discuter à l'instant. OK. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé Élodie. OK. Alors, est-ce qu'on débute sans elle tout de même? Oui, on va commencer sans elle. Je vais commencer avec des petites questions faciles, en fait. Le temps de mettre un peu la table, de mieux comprendre les compétences de mes panélistes. Donc, est-ce que vous avez déjà été confronté à des enjeux, soit de multijuridictionnels, qui expliquent pourquoi vous vous retrouvez sur ce panel aujourd'hui? Bien sûr. Lorsqu'on parle de régulation ou de nouvelles législations ou de mise en place de réglementations liées aux enjeux du numérique en général et singulièrement de la protection de la vie privée aussi, qui est un peu au cœur des enjeux qui nous occupent aujourd'hui à travers à la fois le GDPR et puis les textes qui ont été pris soit par la province de Québec, soit au niveau du gouvernement du Canada. On voit bien que ces enjeux ne peuvent pas se régler aujourd'hui d'une manière univoque parce que justement nous sommes au cœur d'un système qui a vocation à échanger des données de manière bilatérale, multilatérale. Et donc chaque État doit évidemment avoir à l'esprit deux choses, apporter à la fois pour ses entreprises, son écosystème, ses administrations et ses administrés, la capacité d'avoir une maîtrise de la donnée qu'on produit, la capacité également de pouvoir, au niveau des entreprises, faire en sorte qu'elles puissent
trouver un avantage compétitif dans la législation qu'on met en place et non pas une contrainte supplémentaire. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important qui aurait plutôt tendance à nous dire qu'il faut avoir une approche un peu souveraine ou en tout cas un peu d'autonomie par rapport à cette vision-là. Et puis, bien sûr, on est dans un monde qui est un monde, une planète numérique aujourd'hui. Et donc, vouloir avoir un regard qui soit univoque n'a pas réellement de sens, puisque ce qui est important, c'est d'avoir justement la capacité d'échanger, de contrôler nos échanges et de contrôler ce qui se passe en ligne, comme on peut le contrôler lorsque cela se passe hors ligne. Et donc, moi, j'ai été confronté en tant que législateur, justement, au sein de l'Union européenne, à avoir un regard convergent et de rationalisation par rapport à des législations qui étaient dans 27 pays, et donc d'avoir à mettre en place dès 2018, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui avait justement pour vocation de créer une enveloppe juridique commune pour permettre dans l'espace européen de pouvoir avoir des échanges, des interactions économiques, mais également des interactions dans le cadre de la vie privée, de la préservation de la citoyenneté en ligne. Et c'était à ce titre-là que je me suis investi d'abord sur ces sujets. Pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, dans mon activité à moi, les données à caractère personnel ont toujours été prises en compte bien avant le RGPD. Les données sensibles, ce qu'on appelait les données sensibles, ont toujours été prises en compte dans la sécurité, et lorsque l'on utilise ou lorsque l'on déploie les normes de sécurité, enfin les normes ISO, les normes ISO qui existent, telles que la 27001, qui prenaient déjà en compte les données sensibles, pas forcément à caractère personnel définies comme elle l'est dans le RGPD, mais dans le cadre de la sécurité, on les a toujours prises en charge. Donc pour nous, le RGPD, du moins en Europe et en France, est venu apporter un soutien supplémentaire aux mesures de sécurité qu'il fallait mettre en place dans les entreprises. Et c'est vrai que il y a eu quand même une complexité à intégrer le RGPD dans les entreprises, même si on a été, je ne vais pas dire précurseur, mais depuis 2018, effectivement, la loi est en vigueur, mais ça peine quand même encore à se déployer au sein des entreprises en Europe. Je vais laisser Élodie aussi se présenter, puis nous expliquer en fait comment elle a eu à interagir justement avec des enjeux soit plurijuridictionnels ou plus de nature à être confrontée à de multiples lois, puis comment elle a pu réagir par rapport à ça. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Élodie Meyer, moi je suis avocate. Donc, j'ai fondé mon cabinet Cyberlex qui se spécialise en droit des technologies. Forcément, les questions de privacy, protection des renseignements personnels, c'est quelque chose qui nous concerne particulièrement en ce moment, surtout avec l'entrée en vigueur de la loi 25 le mois dernier. C'est certain que la loi 25 se calque à certains égards là, sur le GDPR. Donc, il y a eu des éléments un peu plus simples d'intégration de la loi 25, puisqu'on avait déjà un cadre existant ailleurs sur lequel on pouvait se baser dans une certaine mesure. C'est certain qu'il y a des différences quand même qui demeurent là, entre le GDPR et la loi 25. Elles ne sont pas identiques en tout point. Et c'est là où, des fois, il peut y avoir une petite complexité dans la mise en œuvre, finalement, dans les entreprises. Ma recommandation principale, en règle générale, c'est d'aller avec le cadre le plus restrictif, puis de se dire, si on est conforme au cadre le plus restrictif, par le fait même, on va être conforme aux autres. Mais encore une fois, même en allant dans le plus restrictif, des fois, il peut y avoir une ou deux petites obligations qui restent d'un autre cadre. Et donc, d'intégrer tout ça ensemble, ça devient complexe, surtout quand on commence à regarder des sociétés multinationales qui ont des opérations dans toutes sortes de pays, toutes sortes de juridictions. Il y a pas mal de... l'Europe et le Canada, spécialement le Québec, sont en train de s'harmoniser un peu quand même, mais il y a d'autres juridictions aux États-Unis, en Afrique, en Asie, qui prennent des positions très différentes finalement. Et à ce niveau-là, l'harmonisation, elle est plus difficile de se dire on se calque sur un cadre pour l'ensemble de notre programme devient à peu près impossible. Et c'est là où on doit faire un peu des études comparées, on doit faire des éléments où on intègre finalement, presque on crée un nouveau cadre qui intègre lui-même l'ensemble des différents cadres là, à l'échelle mondiale auxquels on veut se conformer. OK, très intéressant. En fait,
on a une richesse ici de pouvoir avoir des collègues qui viennent de l'international, deux collègues français. Puis, je pense que c'est bien de comprendre, en fait, d'où provient le RGPD, qu'est-ce qui a instigé la création de cette loi. Peut-être que ça va nous permettre de mieux comprendre ça va être quoi nos futurs défis. Donc, je serais curieuse, Malik, Jean-Michel, de savoir, c'est quoi le climat, justement, géopolitique ou potentiellement technique? Qu'est-ce qui a mené à cette loi? Écoutez, en tous les cas, nous, on va dire techniquement, la vision qu'on a eue du RGPD lorsqu'il nous a été présenté par nos institutions, c'était dans un premier temps de protéger les citoyens européens de l'utilisation de leurs données à caractère personnel. Et c'était surtout pour essayer de contrer les géants américains qui existaient, hein, les Google, Amazon et autres. Et c'était de pouvoir justement leur mettre en face une réglementation ou leur imposer une réglementation pour leur demander de faire en sorte à ce que l'intégralité des données à caractère personnel des citoyens européens puissent être respectées avec tout un tas de critères et de conditions. Après, je vais laisser mon confrère vous donner peut-être un peu plus de détails, mais dans la réalité du terrain, on s'est rendu compte que cette loi qui a été mise en œuvre pour potentiellement contrecarrer les géants, c'était les géants qui étaient les mieux préparés à cette réglementation, et les petites entreprises qui ont dû subir cette réglementation et devoir se mettre en conformité RGPD, elles par contre, elles ont un peu pêché, freiné à mettre en place toutes ces mesures de sécurité. Donc voilà, ça ouvre à beaucoup d'autres discussions. Mais je vais te laisser poursuivre, te donner ton point de vue, mais c'est clair que ça n'a pas été quelque chose de facile à intégrer dans les entreprises dans un premier temps. Je partage complètement ce que tu viens de dire. C'est vrai que la difficulté tel que le RGPD a été travaillé à partir de 2016 environ, même si ça s'est appliqué après transposé, comme on dit, dans les lois des pays membres pour la France en 2018, l'idée générique, c'était effectivement deux choses. La protection des données personnelles, clairement, la possibilité de donner de manière éclairée les données qu'on souhaitait donner et ne pas donner évidemment l'ensemble des éléments d'appropriation et surtout celles qui ont réellement un caractère personnel, et notamment bien sûr le RGPD fait une grosse distinction sur les données de santé notamment, qui sont celles qui sont plus précieuses, et puis évidemment dans les données de santé les éléments d'identification uniques et non révocables, par exemple le numéro d'identification de sécurité sociale, les empreintes digitales bien sûr, tout ce qui touche à la biométrie d'une manière générale, qui ne, contrairement à un mot de passe qu'on peut perdre, se faire voler, mais qu'on peut éventuellement changer. Évidemment, on ne peut pas changer ce qui nous est personnel, ce qui nous est intime. On peut pas donner, on peut pas changer sa date de naissance. On peut pas changer évidemment ses données biométriques. Et donc, il y avait une volonté de protection des données personnelles très forte, et notamment celles qui ont trait à l'identité au sens large, l'identité de la personne au-delà de l'identité de qui nous sommes lorsque nous communiquons sur les réseaux sociaux ou par le biais d'Internet, mais vraiment ce qui faisait intrinsèquement notre identité en tant qu'individu. Ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, une volonté économique d'avoir une harmonisation. Quand on a 27 pays membres, évidemment, il faut trouver un cadre qui soit le véhicule commun, qui permette, d'un point de vue économique, de pouvoir travailler, échanger, coopérer. Et donc, c'était un outil qui a permis, effectivement, de ce point de vue-là, d'être pertinent, efficace. Il fonctionne très bien, mais comme toujours, lorsqu'on met en place des réglementations à la fois coercitives et très, très générales, très holistiques même dans ce domaine-là, il faut évidemment parfois avoir un regard particulier sur les effets de bord. Et de ce point de vue-là, je regardais la loi 25 ou la C27, il y a peut-être justement des éléments qui ont été tirés de l'expérience du RGPD pour éviter qu'un des écueils majeurs de ce règlement, c'est qu'il voulait protéger les individus. Ça fonctionne bien d'une certaine manière, mais par contre, il a parfois mis en difficulté l'écosystème des petites entreprises, des entreprises moyennes,
parce qu'elles ne sont pas structurées en interne. Elles ne l'étaient pas en 2018 et elles ne le sont pour beaucoup d'entre elles pas encore réellement aujourd'hui, pour avoir un Data Protection Officer et donc des personnes dédiées à cette mission qui consiste à vérifier l'usage, la frugalité des données, le stockage, la conservation et tout ce que vous connaissez, qui représente plus de 40 articles dans la loi 25, je crois, et le RGPD c'est pareil, hein, c'est plusieurs dizaines d'articles, donc extrêmement complexes et parfois liés à des problèmes d'interprétation, comme on vient de le voir. Et c'est vrai que la difficulté majeure, même si des mesures de correction et d'accompagnement ont été prises par l'autorité nationale qui est en France, qui est la Commission nationale informatique et liberté, pour accompagner, par le biais aussi des représentants économiques, hein, les chambres de commerce, différents niveaux de représentation, les provinces, les territoires qui ont également apporté leur soutien au tissu industriel et PME. Mais oui, ils n'étaient pas staffés, comme on dit, pour faire face à cette nouvelle réglementation. On a souvent mis ça sur le dos de la responsable ou du responsable des affaires juridiques, qui n'était pas encore vraiment la compliance, vraiment. C'était plutôt l'aspect contractuel et autres. Et on a mis une charge supplémentaire, mais on n'a pas forcément allégé, évidemment, le travail des entreprises. Et donc l'effet d'asymétrie entre les petites entreprises et les très grosses, à certains égards, s'est trouvé renforcé. Et je partage le point de vue, effectivement. Effectivement, ceux qu'on souhaitait un peu contrer dans cette approche RGPD ont été ceux qui, par leur taille, leur capacité, effectivement aussi d'élasticité et d'adaptation, ont été plutôt finalement favorisés que freinés dans leur élan à travers la mise en place de cette réglementation qui est utile pour le citoyen, mais qui parfois peut avoir des inconvénients pour l'émergence économique. Ici, je vais rebondir. En fait, je pense que vous avez bien mentionné l'idée que le RGPD a mis la table. Ça a inspiré beaucoup de lois, comme Élodie disait, un peu partout dans le monde. Notamment ici, on avait quand même déjà un bon système au Canada, mais on s'entend qu'on devait réagir face à ce qui s'est passé en 2018 en France. Le Canada, il s'est mis à projet de loi 64 qui est sorti après ça, C27, C26. Ça s'est mis à brasser ici. Élodie, en fait, cette question va te revenir. Il y a eu une transition, pas mal, l'inspiration RGPD. Je me demandais, en fait, si tu pouvais un peu dresser le portrait de, justement, qu'est-ce qui se passait au Canada, comment le RGPD a été une source d'inspiration, puis qu'est-ce qu'on voit qui est similaire potentiellement au niveau des startups ou de l'évolution de la loi actuellement? Oui, tout à fait. Alors... Excusez-moi. Donc, effectivement, en fait, la loi 25 est venue en réponse au GDPR de façon générale. C'est de la manière qu'on le conçoit. Par contre, la loi 25, en fait, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient amender une loi qui existait déjà. Donc, c'est une loi qui portait le sigle de P39 dans le secteur privé, la même qui est la loi sur l'accès au niveau du secteur public, qui est une loi qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, mais qui, à certains égards, n'était pas tout à fait respectée par les entreprises. La Commission d'accès à l'information n'avait pas nécessairement les moyens pour la mettre en œuvre ou la faire respecter non plus. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où c'était une loi qui était peu connue, méconnue et globalement juste pas respectée par les entreprises. La loi 25 est venue amender cette loi-là, ajouter des restrictions supplémentaires, ajouter certains concepts, certaines notions similaires au GDPR, notamment tout ce qui est les critères de validité du consentement, notamment tout ce qui est oui, les droits individuels des personnes, droit à l'accès, droit à la rectification, droit à l'oubli, toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant sous la loi 25, mais qui aujourd'hui, sont des droits qu'on remet entre les mains finalement de nos citoyens. C27, un projet de loi qui est complètement, qui est assez différent dans le sens où vient amender certaines lois, mais surtout vient créer des nouvelles lois. Elle vient créer notamment une loi qui aimerait réguler l'intelligence artificielle, qui n'est pas un sujet qui est largement couvert finalement dans la loi 25. La loi 25 va forcément parler de certains éléments de profilage, d'identification, de géolocalisation, de choses comme ça, mais ne va pas venir viser directement finalement des concepts d'intelligence artificielle, alors que C27 a prétention de vouloir faire ça.
C27 également a prétention de créer un nouveau tribunal qui traiterait finalement des questions relatives à la protection des renseignements personnels. Donc un tribunal spécialisé, un peu comme ce qu'on voit par ailleurs au niveau, du tribunal administratif du logement, par exemple, ou d'autres tribunaux administratifs comme le travail. L'idée, ce serait d'avoir ce type de tribunal pour la protection des renseignements personnels, mais encore une fois, encore faut-il être capable de le mettre en œuvre, de s'assurer que d'une province à l'autre, on soit capable de juger finalement les dossiers qui sont présentés de la même manière, selon les mêmes critères. Et donc, ça prendrait effectivement une réglementation comme pan-canadienne qui soit la même. Aujourd'hui, entre le Québec et le reste du Canada, on voit que ne serait-ce que la différence fondamentale du type de droit, la grande famille de droit, on est une province de droit civil au Québec, le reste du Canada, c'est de la common law. Et donc, l'harmonisation des deux, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, est déjà compliquée. Donc, quand on parle d'harmoniser avec d'autres pays à travers le monde, avec d'autres juridictions qui ont encore d'autres complexités dans leur système juridique existant, c'est certain que ça devient une problématique pas mal plus difficile à... comment dire? À gérer. À gérer certainement, mais c'est ça, de se dire qu'on voudrait avoir une harmonisation comme à l'échelle mondiale, pour moi, ça me paraît un peu utopique. C'est de se dire, on a des préoccupations différentes, on a des entreprises chez nous qui travaillent de manière différente, nos citoyens ont des considérations différentes, et à un moment donné, d'essayer de se dire, oui, on va trouver quelque chose qui va plaire à tout le monde à travers la planète, ça me paraît juste pas très réaliste. Bien, je pense que tu m'enlèves les mots de la bouche. En fait, j'arrivais avec la question clé de ce panel. Soit, est-ce qu'on peut arriver vers un règlement mondial? On regarde, par exemple, aux États-Unis, ce qui se passe, le paysage éclaté, puis ça, c'est juste au sein d'un pays. Je pense qu'on est rendu à 12 législations juste pour la privacy, puis ça, c'est sans compter tout ce qui adhère à toutes les lois par rapport à l'AI, la cybersécurité. C'est un pays, mais là, on parle de tout ce qui se passe dans le monde. Est-ce que, justement, il a dit, ton point était clair, c'est utopique de penser qu'on peut arriver à une réglementation mondiale pour avoir une certaine cohésion, mais est-ce que tu penses que, vous, en fait, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen d'arriver à ce genre de régulation-là? Est-ce que sur le plan technique, c'est possible? Malik, est-ce que sur le plan géopolitique, il pourrait avoir des enjeux? Jean-Michel, je serais curieuse d'avoir votre avis à ce niveau-là. Oui, je pense que parler d'une loi qui serait une loi unique, je pense qu'évidemment on est d'accord pour dire que c'est pas possible parce que chacun, et c'est légitime d'ailleurs que chaque État ait son regard parce que ça relève finalement d'une prérogative étatique qui s'appelle la souveraineté nationale. Et donc, en fonction de l'économie réelle de tel ou tel pays, de ce qui est sa force compétitive sur le marché international, on comprend bien qu'une loi unique qui viendrait un peu lisser et écrêter les avantages compétitifs et au contraire venir permettre à d'autres pays de pénétrer plus facilement le marché intérieur. On voit bien les enjeux géopolitiques de cela. Moi, je pense par contre qu'on peut faire, et ça se fait déjà, des enjeux de convergence, essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Je crois que le principe qui domine quand même aujourd'hui sur les législations qui ont été mises en place relève surtout du respect de la vie privée, ce fameux principe de consentement libre et éclairé. Je crois que ce sont des données, des principes plus essentiels, on va dire, qui peuvent être intégrés de manière plus générale, soit à des chartes, comme ça se fait sur la charte numérique que le Canada a mis en place. Nous, on a également en France un certain nombre de directives de ce point de vue-là qui sont nationales, mais qui n'ont pas la force obligatoire aussi d'une loi. Donc je pense que, par exemple, il y a une évolution qui me paraît naturelle de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, qui a par sa nature et sa compétence vocation à régler les échanges internationaux en matière commerciale. Bon, aujourd'hui, les échanges internationaux, ils ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi numériques. Et donc, le marché de la donnée, la régulation de la donnée, légitimement pourrait obéir à ce type de convention internationale, d'engagement librement contracté des États, mais avec peut-être des limites qui seraient, comme je le dis, soit sur le respect de la vie privée, soit sur un mode de régulation. Et là, c'est peut-être plutôt à la réponse technique qui l'emporte, de dire voilà quel protocole, quel chemin on met en place pour arriver à pouvoir interagir, être interconnecté, un peu comme on l'a fait finalement avec la mise en place du web et du protocole HTTP, par exemple. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, il est vrai que techniquement, on peut réaliser ce que l'on souhaite.
dès le moment où la donnée est numérisée, on est en capacité de pouvoir définir des règles techniques qui vont viser à garantir un certain niveau de sécurité pour la protection, que ce soit des données sensibles ou à caractère personnel ou autre. Le problème étant que chaque État est souverain et chaque État a sa propre réglementation. C'est très compliqué de pouvoir imposer une règle ou une norme de sécurité à un tel État ou un tel État, quand on sait que certains États utilisent les données à caractère personnel de certains de leurs concitoyens pour pouvoir les filtrer. Donc, je ne vais pas citer de pays, mais on en a beaucoup dans le continent asiatique. C'est très compliqué de pouvoir leur dire, à partir de dorénavant, techniquement, c'est ce protocole-là qu'il faudra utiliser pour tel ou tel type de données, tel ou tel type de données, dès le moment où aujourd'hui tout est déjà en place. Maintenant, pour revenir à l'utopie dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, pour moi, ce serait une utopie d'avoir une réglementation mondiale qui viendrait légiférer sur ce que l'on doit mettre ou sur ce que l'on doit imposer aux entreprises ou aux associations qui vont gérer les données. Encore une fois, c'est qu'une question de réglementation. Chaque État est souverain et on ne peut pas... disons que sous quelle bannière et sous quelle autorité une entité pourrait venir dire à tel ou tel État, vous ne respectez pas tel ou tel protocole ou tel niveau de sécurité. C'est très compliqué. On est dans une phase, on est dans une époque où aujourd'hui on parle de cyberguerre. On a carrément des attaques qui sont qualifiées d'attaques étatiques. Je ne vais pas citer d'autres noms, mais si vous regardez dans la presse, on a des pays de l'Est qui ont été ciblés et qui ont été justement, pour lesquels on a accusé d'autres États. Ça va être compliqué de faire asseoir autour d'une table tous les dirigeants pour leur demander de se mettre d'accord sur une réglementation internationale. Et puis après, il y a aussi autre chose que je voulais vous partager, c'est qu'effectivement, là je vais vous donner un exemple concret en Europe. Donc, moi qui ai travaillé pour une entité française qui gère des données sensibles étatiques, il y a effectivement le RGPD qui effectivement couvre tous les pays ou toutes les entreprises ou collectivités françaises à pouvoir héberger leurs données à caractère personnel dans n'importe quel data center du service de l'Union européenne. Mais derrière, on a quand même des directives officieuses. C'est-à-dire qu'en interne, on va avoir des directives officieuses qui vont nous dire, je vous donne un exemple, dans une ère où aujourd'hui tout est numérisé comme nos passeports biométriques ou autres, est-ce que vous imaginez la France laisser ces données biométriques ou ces données qui sont considérées comme étant des trésors nationaux, les données d'état civil sont considérées comme trésors nationaux en France, les héberger dans un data center, je sais pas, en Allemagne ou en Espagne, alors que normalement le RGPD pourrait le prévoir. Donc je dirais qu'il y a un peu de... On se met d'accord sur une... On va dire que là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, on peut peut-être avoir un cadre qui dit on est tous d'accord sur tel ou tel niveau de sécurité à mettre en œuvre et autres. Mais par contre, dès le moment où on va commencer à rentrer dans des données qui seront considérées comme sensibles, et là je parle de données militaires ou autres, là on est sûr et certain que ça restera campé dans chaque pays. Ben, je ne peux être que d'accord avec ce que vous apportez. Puis je pense que en fait, c'est ça pour moi, il y a quelques nuances supplémentaires que j'aimerais apporter justement sur la complexité de l'uniformisation. Et pour moi, les valeurs en fait des personnes ou d'un État font partie d'un de ces éléments, de se dire que finalement, l'opposé de la protection des renseignements personnels souvent touche des problématiques, par exemple, de sécurité nationale, où on a certains États qui vont estimer que la sécurité nationale prévaut sur la protection des renseignements personnels de ses citoyens ou de ressortissants qui se retrouvent sur leur territoire, et donc se retrouvent dans une situation où ils se disent la sécurité nationale a plus d'importance pour nous, donc oui, on va vous accorder certaines protections en matière de protection des renseignements personnels comme ils sont demandés dans pas mal d'autres pays. On va essayer de s'enligner pas mal, mais
puis c'est les États-Unis, forcément, l'État principal auquel on pense quand on parle de ça. C'est de dire que si le Patriot Act, par exemple, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait en vertu du Patriot Act, il va avoir préséance quand même sur la protection des renseignements personnels ou les droits des personnes en la matière. Tous les États, tous les pays ne sont pas d'accord avec cette façon de faire et c'est une des différences en fait principales finalement. Le GDPR s'éloigne de ça en fait en disant non, on ne veut pas donner une autorité comme supérieure qui soit au-dessus finalement de cette loi-là sous couvert de sécurité nationale qui peut être par ailleurs un sujet qui est tout à fait légitime. Là, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est de trouver cette balance finalement entre les deux. L'autre élément, pour moi, les valeurs étant quelque chose d'humain, mais la langue aussi étant quelque chose d'humain et qui fait des différences. Et puis, il y a l'anglais, il y a le français, il y a d'autres langues à travers le monde, mais même dans des pays où on parle la même langue, on parle le français au Québec, on parle le français en France, on n'utilise pas les mêmes termes pour parler des mêmes concepts. Des fois, on va avoir des définitions dans le GDPR et dans la loi 25 qui sont essentiellement les mêmes, mais le mot qu'on est en train de définir est pas du tout le même. Et ça, parfois, ça peut créer certaines incompréhensions, certaines problématiques, encore une fois, dans l'uniformisation des lois, c'est de se dire, on a des concepts similaires, mais on les appelle pas de la même manière, on leur accorde pas nécessairement la même importance non plus. Et ça se dit, si on fait un seul texte de loi à travers la planète, mais qu'on n'est même pas capable d'être d'accord sur les mots quand on regarde une seule langue, ça devient problématique. Et puis, je pense que Jean-Michel a touché le point de la souveraineté des États. À un moment donné, c'est quelque chose qui est quand même fondamentalement important pour la vaste majorité des États. Les États européens ont pris certaines démarches pour faire une Union européenne, par exemple, mais on en voit les limites, on voit les bénéfices de ce type d'union, mais on en voit également les limites, et de se dire qu'on voudrait créer ce même type de concept d'association de governing body, là, excusez-moi pour l'anglicisme, à l'échelle mondiale, ça paraît pas réaliste, encore une fois. Surtout quand on regarde le droit international à l'échelle mondiale, pas nécessairement le droit le plus respecté. Difficile de mettre en œuvre certaines lois, même quand on parle d'éléments qui touchent directement les personnes, sur des crimes de guerre, sur des choses comme ça. On n'arrive pas à faire respecter ces lois-là, on n'arrive pas à amener les bonnes personnes devant les tribunaux pour les juger pour ce qui s'est passé. Et donc, si on n'est pas capable de faire ça quand on parle de questions de vie humaine ou de santé humaine, à mon avis, la protection des renseignements personnels n'est pas encore suffisamment prioritaire pour en arriver là. Jean-Michel, j'ai vu que tu voulais rajouter quelque chose sur un point que Elodie avait mentionné. Non, oui, juste faire part simplement d'un ressenti personnel, mais qui va complètement dans le sens de ce que tu viens de dire, parce que le langage en soi, c'est un moyen d'expression, bien sûr, mais c'est aussi un véhicule culturel. Et donc, c'est très important, à travers le langage, à travers la langue qu'on parle, on propage un certain nombre de valeurs qui sont parfois semblables, mais pas totalement identiques d'un pays à l'autre. Et donc, l'appauvrissement, finalement, que représenterait une norme qui soit unique pour tous, ce serait aussi, au fil du temps, on s'en rendra peut-être pas compte tout de suite, ce serait l'appauvrissement de cet ensemble de valeurs que nous pouvons véhiculer à travers le langage. Et donc, au-delà de la traduction, simplement d'une langue à l'autre, il y a même la différence d'appréciation qu'on peut avoir sur les sujets en fonction de son attendu culturel, de sa réalité géographique, de sa proximité avec tel ou tel État, de la manière dont on envisage le monde d'une manière globale. Donc ça, on sort un peu du droit, mais je pense que le droit n'a d'intérêt que si il est la représentation d'un ensemble de valeurs plus larges que simplement la capacité d'imposer des règles ou d'autoriser des règles de fonctionnement à d'autres. Donc je pense qu'en tout cas, c'est la vision que je souhaitais vous faire partager maintenant. Le droit n'est que l'expression finalement d'une volonté que je ne qualifierais pas de politique, mais quand même, peut-être pas au sens politicien du terme, mais en tout cas de manière dont on voit le monde et de manière dont on se projette pour soi-même et pour la communauté dans laquelle on est investi. J'aimerais ça, Malik, en fait, que tu rajoutes un peu, parce qu'on avait eu une conversation similaire relativement à qu'est-ce que justement la norme technologique rajoute au droit. Je serais curieuse de savoir que, en fait, tu puisses le partager au public, parce que ça continue bien sur cette lignée de Jean-Michel. Oui,
enfin, c'est difficile de rajouter quelque chose sur ce qui a été dit. Pour moi, c'est très clair. Effectivement, aujourd'hui, on est face à des États où enfin, si je devais vous donner mon avis, on est dans un environnement qui devrait être apolitique. C'est-à-dire que techniquement, enfin moi je conçois, je parle en termes techniques. Techniquement, quelle que soit la politique ou le politicien que j'ai en face de moi, les données sensibles, je ne vais pas parler de données à caractère personnel, des données sensibles doivent être sécurisées, traitées comme n'importe quel type de données. Après, derrière, effectivement, on est dans une guerre politique, on vient mener de la politique. Si demain, il y a un règlement mondial qui visait à se mettre en application, et qu'on a des États qui vont avoir des coalitions avec d'autres, enfin, ça va être compliqué techniquement de dire, bah, ok, moi je travaille pour tel pays, donc du coup il faut que j'aille vers telle direction de sécurité. Non, moi je travaille vers tel pays, donc il faut que j'ouvre les vannes pour qu'ils puissent accéder à telle ou telle information à caractère personnel. Enfin, là, pour moi, on est complètement en train de nager. Et puis, je peux vous donner d'autres exemples. On a des géants américains aussi qui ont accepté de travailler dans des pays asiatiques et qui acceptent pour on va dire, se mettre en adéquation avec les réglementations en vigueur, de venir filtrer ou venir censurer des choses, alors que pour moi, Internet est un espace de liberté. On est là. Après, effectivement, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il faut pouvoir, effectivement, préserver certaines communautés ou autres, quand je parle les enfants et autres, mais c'est compliqué parce que, comme je vous disais, il y a des géants comme Google qui acceptent de filtrer dans tel ou tel autre pays. Là, venir imposer une règle de sécurité pour venir après dire aux Asiatiques, non, maintenant c'est comme ça, vous devez laisser tel ou tel pays, vous devez laisser telle ou telle information circuler parce que c'est la liberté, c'est compliqué. On a d'autres États qui bloquent la pornographie et autres. Enfin, aujourd'hui, le risque que l'on pourrait avoir si techniquement on visait à mettre une loi internationale, c'est qu'on va avoir des États qui vont dire ok, moi je sors, je ne suis pas d'accord avec vous, et on va se retrouver avec deux niveaux ou même une multitude de réseaux qui seraient totalement différents. On a des États comme la Corée du Nord par exemple qui veulent créer leur propre État. Dernièrement, je crois que c'est le Turkménistan qui a été on va dire ciblé, où on les a on va dire il y a eu une cyberattaque qui leur a été je trouve plus mon mot. Ils ont été victimes d'une cyberattaque. Exactement. Du coup, commencent à réfléchir, à se dire ils vont créer leur propre réseau pour être totalement isolés. Là, pour moi, c'est plus du tout le souhait on va dire que les Américains ont voulu mettre en œuvre lorsqu'ils ont libéré l'ARPANET pour créer le réseau Internet, pour que justement tout le monde puisse jouir et bénéficier de cet espace de liberté d'expression. Je vois le temps qui file. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se meurt de poser une question. Autrement, j'aimerais ça qu'on termine sur une note un peu plus optimale, parce clairement, il y a un problème. Clairement, il y a des enjeux de collaboration qui découlent en fait d'enjeux multijuridictionnels. Puis moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a des solutions à ça? Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher de créer des principes, soit par Unidroit ou des conventions internationales avec l'ONU? Ou est-ce qu'il y aurait des solutions à cette problématique-là qu'on pourrait mettre en place pour uniformiser ou avoir une certaine ligne directrice? Sinon, on peut peut-être penser à des normes comme ISO que tu mentionnais ou du NIST. Qu'est-ce que vous voyez, en fait, qui pourrait un peu atténuer cette problématique? Je garde le micro juste pour dire ça. Effectivement, les normes internationales que sont les normes ISO prennent déjà en compte tout un tas on va dire de technicité pour garantir un certain niveau de sécurité. Mais ça reste une norme. Elle est effectivement internationale, elle s'applique que l'on soit en Angleterre, en France, aux États-Unis ou autre. Dès le moment où on décide de se certifier à la norme ISO 27001, c'est qu'on est en adéquation avec la norme et ce qu'il convient de mettre en place.
Ça, c'est des choses qui sont vraiment très bien. Après, derrière, malheureusement, c'est quand la politique vient se mêler à tout ça. Bah là, on va parler d'autre chose. Mais sinon, techniquement, effectivement, si on se basait sur les normes existantes, je pense qu'on pourrait déjà faire pas mal de choses. Je vais faire du pouce en fait sur justement la question des normes et des certifications, parce qu'effectivement en fait la loi 25 comme les autres lois en termes de protection des renseignements personnels dont on a parlé se veulent pas des cadres techniques en fait. Ce sont des lois qui veulent principalement encadrer la gouvernance des données, donc c'est tout un volet qui est couvert à ce niveau-là. Mais la portion technique, on le voit dans la loi 25, il y a un seul article qui parle de mesures de sécurité et il est extrêmement vague. Une personne qui lit cet article-là ne sait pas à la lecture de cet article, qu'est-ce qu'il doit faire en termes techniques pour être considéré comme à un niveau de sécurité acceptable au sens de la loi. Et ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, il faut quand même rester réaliste. Des avocats, des juristes qui rédigent des lois, le législateur ne sont pas nécessairement des gens techniques. Ils doivent s'adjoindre de gens techniques pour être capables de trouver finalement l'équilibre, la balance. Et puis là, bon, c'est de la dualité, mais en fait, c'est tellement transverse comme question que comme sujet, la protection des renseignements personnels, qu'on a besoin d'avoir finalement des experts dans plusieurs domaines différents pour être capable de vraiment avoir une vue globale de la question. Après, on doit toujours quand même sous-peser les éléments des affaires, les affaires de l'entreprise. C'est sûr que si on commence à se noyer dans des normes ou des certifications extrêmement lourdes et que ça nous empêche d'avancer dans notre business, de faire nos affaires, ça sera contre-productif également. Et donc, à mon sens, il y aurait peut-être lieu, à un moment donné, de créer une certaine organisation qui ramène justement toutes ces compétences transverses à un même endroit pour finalement discuter, il faudrait être capable d'échanger, mais la réalité, bon, reste que, à mon sens, de se dire on a une loi commune, pas tout à fait possible, parce que c'est la mise en œuvre, c'est qui va juger les entreprises. Puis comme mes collègues ont mentionné à plusieurs reprises, on est dans des situations où les valeurs sont différentes, les personnes sont différentes, les langues sont différentes, les interprétations sont différentes, et donc on ne peut pas nécessairement s'attendre à une uniformisation. Par contre, d'échanger, de communiquer sur nos façons de faire d'un pays à l'autre, sur essayer de trouver une harmonisation, mais plus en trouvant les points communs sur lesquels on est d'accord dans un premier temps. Je pense que ce serait déjà une bonne première étape. On s'enlignerait sur la bonne voie. Et puis après, bon, il faut regarder un peu les autres organisations mondiales qui existent, certaines qui fonctionnent. Bon, on parle on pense à l'OCDE, on peut penser à l'Organisation mondiale de la santé, qui sont des organisations qui fonctionnent quand même relativement bien. Après, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien, qui ont d'autres vocations, parfois plus politico-militaires, qui ont eu des ratés assez significatifs au fil des ans et qui vont continuer à avoir des ratés. Je pense que c'est de se dire, bon, il n'y a pas tous les domaines où on ne peut pas être d'accord à l'échelle mondiale sur toutes les questions, dans tous les domaines. Mais voilà, de revenir sur l'objectif principal qui demeure la protection des renseignements personnels des citoyens. Je pense que de s'aligner là-dessus va déjà on aura déjà fait un grand bout de chemin à ce niveau-là. Ouais. Oui, mais je partage cet avis-là, déjà pour deux raisons. Parce qu'il vaut mieux se mettre d'accord effectivement sur des ambitions peut-être moins grandiloquentes, mais au moins qu'on puisse avancer et être efficace. Donc l'idée de progresser par cercle concentrique, de regarder ce qui est notre commun, le socle commun, de se mettre d'accord sur un socle commun et ensuite de poursuivre sur des étapes plus ambitieuses, ça me paraît une bonne approche. La manière de faire des conventions au niveau international me paraît aussi la bonne approche. Pour deux raisons, parce que déjà ça se fait sur une base volontaire, donc les pays, c'est pas qu'ils renoncent à exercer un droit, c'est au contraire qu'ils souhaitent mettre dans un ensemble plus vaste un certain nombre de principes sur lesquels ils sont d'accord pour avoir une vision plus générale. Donc déjà c'est une démarche volontaire, donc ça a le mérite d'être certainement plus efficace et moins sensible aussi aux enjeux ensuite de contrôle, parce que la difficulté de mettre en place des échanges internationaux avec des ambitions aussi forte que de vouloir faire une régulation internationale
proportionnelle unique, c'est quelle sera l'instance qui sera ensuite légitime pour le faire appliquer en cas de défaillance ou en cas de manquement à la règle commune. Donc ne fixons pas des objectifs qui soient par leur nature même inatteignables ensuite. Et puis je pense qu'il y a également un autre aspect des choses, c'est qu'on est sur des sujets qui sont éminemment techniques, certes, mais également éminemment évolutifs. Et on n'est pas dans une forme d'évolution linéaire, on est parfois dans des évolutions qui progressent par rupture. Quand la France a mis en place la loi informatique et liberté en 1978, qui est un peu en avance de phase, si je puis dire, sur le RGPD européen, évidemment, on avait des serveurs on-premise, on avait des bases de données centralisées. Donc voilà, on n'était pas du tout dans une logique d'architecture en nuage comme on l'est aujourd'hui. J'essaie de ne pas dire des mots anglais, donc d'architecture en nuage, on voit bien ce que ça veut dire, et avec des interactions qui sont complètement planétaires, justement. Et donc, on voit bien ce que l'architecture en nuage apporte comme difficulté. On n'abordera pas quelques tensions en cours, mais on peut parler des débats autour du Privacy Shield aux États-Unis et de la manière dont l'Europe essaie justement de contester cette possibilité d'hébergement de ces données dans d'autres pays que des pays européens, pour des raisons justement de souveraineté ou de manque, en tout cas de manque revendiqué de transparence de certains acteurs. Donc l'architecture nuage et puis évidemment aujourd'hui l'intelligence artificielle qui amène une étape supplémentaire de complexité et dont on a du mal à voir quels sont réellement les cas d'usage et de quelle manière ça va s'appliquer aux problèmes de données personnelles. On le voit avec les grands opérateurs GAFAM, mais aujourd'hui les GAFAM d'aujourd'hui qu'on connaît, ChatGPT devient aujourd'hui finalement un GAFAM, et l'utilisation de ChatGPT pour les données personnelles mélangées à l'intelligence artificielle, on voit bien que ça laisse aussi un champ du possible qui est de plus en plus important, et donc vouloir surréguler, c'est ça que je voulais simplement terminer par là, vouloir surréguler de manière ex-ante un sujet qui n'est pas encore complètement mature et qui ne le sera sans doute jamais, parce que c'est sa vocation à être dans l'innovation et donc dans une évolution permanente, vaut mieux faire des régulations ex post et regarder vraiment quand les choses en ont besoin. Mais après tout, pourquoi réguler lorsque finalement, soit par un biais de consensus, soit par le jeu des affaires normal, les choses fonctionnent sans réelle problématique. Donc ne surrégulons pas quand c'est pas utile. C'est un peu ce que j'ai souhaité faire quand j'étais élu. Jean-Michel Lemy, merci beaucoup. Vous êtes directeur des relations institutionnelles du Forum InCyber Europe. Je dois vous arrêter maintenant. On aurait pu parler encore très, très longtemps. C'est une question, une problématique qui est loin d'être réglée, mais qui met très bien la table pour débuter ce Forum InCyber. Frédéric, tu avais un mot à nous dire en terminant? Oui, en fait, j'avais vu le temps qui passait, puis je voulais en fait conclure sur une note optimiste. Je pense qu'il y a moyen de collaborer à l'international. On a des beaux panélistes ici qui viennent d'Europe, du Canada, peut-être qu'on a du monde dans la salle qui viennent d'ailleurs, justement. Je pense qu'on doit être optimiste. Je pense qu'il va y avoir des solutions. Je pense qu'on peut se fier, on parlait d'AI, on peut penser au quantique, on peut penser au Web 3. Il y a tellement, c'est un domaine qui est en émergence, qui boom, fait qu'il y a moyen d'être créatif, il y a moyen d'innover. Puis je remercie mes panélistes qui ont été exceptionnels. Je vous encourage à aller leur parler. Ils vont se rendre accessibles sur le côté le temps de répondre à vos questions si vous en avez. J'aurais aimé ça vous donner le temps, mais je pense qu'ils ont pu offrir tout ce qu'ils avaient à offrir. Puis bravo. Merci. Bravo à vous tous.